Mesdames, Messieurs, à 60 ans, Miguel Indurain demeure une énigme. Le seul homme à avoir remporté 5 Tours de France consécutifs n'a jamais été suspendu, ni accusé formellement de dopage. Et pourtant, une phrase, prononcée dans un souffle il y a quelques années, a ravivé tous les soupçons. « Je n'ai jamais dénoncé, ce n'est pas mon rôle ». Pourquoi ces mots ont-ils tant choqué ? Pourquoi un champion d'une telle stature refuse-t-il encore aujourd'hui de prendre position clairement sur la période la plus trouble du cyclisme mondial ? Dans un sport gangréné par les affaires, son silence est-il un acte d'élégance ou une forme de complicité ? Et surtout, comment expliquer que l'un des plus grands cyclistes de l'histoire, à la fréquence cardiaque de repos inférieure à celle d'un moine bouddhiste, ait traversé cette époque sans jamais vaciller ? Le mystère Indurain reste entier. Né le 27 juillet 1917 à Prétot-Vicmar, en Normandie, André Rimbourg n'avait rien du héros flamboyant que le cinéma affectionne. Orphelin de guerre dès l'âge de 2 ans, il fut élevé par sa mère dans un village voisin, Bourvil, qui lui prêtera plus tard son nom de scène. Dès l'adolescence, il se réfugie dans la musique, jouant du tuba et du trombone dans les bals populaires, comme une manière de faire taire le silence de l'absence paternelle. Mais c'est à Paris, au lendemain de la guerre, que le miracle a lieu. Sur scène d'abord, puis au cinéma, ce garçon timide, au physique banal, séduit par son humour tendre, sa voix chantonnante et son humanité désarmante. Dans un monde d'acteurs au charisme rugissant, Bourvil s'impose par la simplicité, par une sorte de bonté viscérale. Il ne joue pas, disait-on, il est. À partir des années 1950, il enchaîne les succès, la traversée de Paris, le Cornio, la Grande Vadrouille. Loin d'être cantonné au rôle comique, il prouve avec brio qu'il sait aussi faire pleurer. Son interprétation du paysan résigné dans Les Misérables ou du père torturé dans La Cage aux Rossignols révèle une palette d'émotions insoupçonnées. Le public l'adore. Il devient, sans bruit, l'un des visages les plus aimés du cinéma français. Mais derrière cette image de gentilhomme du peuple se cache un être hypersensible, souvent tourmenté par l'idée de ne pas être à la hauteur. Il avait horreur des conflits, de la brutalité du métier. Il redoutait la cruauté des critiques, la rudesse des tournages et plus encore la solitude. Contrairement à ses partenaires flamboyants comme Louis de Funès ou Jean Gabin, Bourvil fuyait les projecteurs dès que les caméras s'éteignaient. Il préférait le silence de son jardin à la lumière des plateaux. Il était cet homme qu'on croit connaître parce qu'il nous fait rire, alors qu'il cache ses blessures derrière une blague ou une chanson. Dans sa vie personnelle, il cultive la discrétion comme une seconde peau. Marié à Jeanne Le Fric depuis 1943, il reste fidèle à ses racines normandes, préférant les soirées tranquilles aux mondanités. Il élève ses 2 fils avec tendresse, transmettant des valeurs simples, respect, humilité, loyauté. Mais même dans ce cocon, il n'est pas tout à fait serein. Ses proches racontent qu'il avait souvent le regard perdu, qu'il écrivait des lettres qu'il ne postait jamais, ou qu'il écoutait en boucle des chansons tristes en regardant le feu. Et c'est justement dans ce monde intérieur, fait de doutes, de silence et d'émotions contenues, que certaines femmes ont su entrer, non pas en rivales de son épouse, mais comme des âmes sœurs artistiques, des éclaireuses du cœur. Certaines furent des partenaires de jeu, d'autres des confidentes silencieuses. Ce n'était pas toujours de l'amour au sens charnel, c'était plus subtil, c'était de l'admiration, de la reconnaissance, parfois de la dépendance émotionnelle. Avec elles, Bourvil pouvait baisser la garde, cesser de jouer un rôle. Il pouvait être lui-même. C'est cette dimension de l'homme que nous allons explorer, car connaître les femmes qui ont marqué Bourvil, c'est comprendre la musique secrète de son cœur, la mécanique délicate de son âme. Elles furent ses repères dans la tempête, ses repères de tendresse. Certaines l'ont fait rire quand il voulait pleurer, d'autres l'ont écouté quand il n'osait plus parler. Ensemble, elles ont construit, dans l'ombre, ce personnage lumineux que la France n'a jamais oublié. Et ce sont elles, ce soir, que nous allons écouter à travers lui. Derrière le sourire éternel de Bourvil, il y avait un cœur qui battait plus vite que les autres. Un cœur ému, tendre, parfois troublé.
Et pour ceux qui savaient regarder au-delà des personnages comiques, il devenait évident qu'il puisait dans sa propre sensibilité une vérité profonde. Cette vérité, ce sont aussi les femmes qui l'ont fait naître et l'ont nourri tout au long de sa vie. Ce ne fut pas une succession de passions, mais une constellation d'influences intimes, sensibles, précieuses. Et au milieu de cette constellation, Annie Girardot brille en 5e position. Annie, c'était la liberté. Quand ils se croisent à la fin des années 50, elle est une comédienne en plein essor, fougueuse, impétueuse, irrésistiblement vivante. Ils ne tournent jamais ensemble dans un grand rôle, mais partagent des plateaux, des salons, des silences. Annie n'a jamais caché son affection pour Bourvil, qu'elle appelait tendrement le pudique. Ce qu'elle admire chez lui, c'est ce contraste. Un homme capable de faire rire la France entière, tout en portant en lui un regard mélancolique sur le monde. Bourvil, lui, trouve chez Annie cette audace qu'il n'osait jamais s'autoriser. Elle lui parle franchement, rit fort, embrasse la vie comme on défie la mort. Elle lui apprend, sans le vouloir, qu'exister, c'est parfois choquer, déranger, dire ce qu'on pense. Une énergie qu'il admire de loin, presque avec envie. Puis vient Marie Dubois. Elle, au contraire, est un souffle d'apaisement. Lorsqu'ils se rencontrent sur un tournage au début des années 60, Bourvil est déjà affaibli par les premières douleurs physiques qui l'assaillent. Marie a cette voix douce, presque murmurée, et des gestes qui apaisent. Elle n'a pas besoin de parler fort pour être entendue. Entre eux, il y a une complicité sans heurts, presque silencieuse. Bourvil dira un jour à un collègue de plateau « Elle est comme une chanson douce qu'on a envie d'écouter en boucle ». Ce que Marie lui offre, c'est l'autorisation d'être fragile. Elle ne cherche pas à le consoler, ni à le pousser. Elle l'accueille simplement, tel qu'il est, avec ses silences, ses hésitations. À son contact, il comprend que la vulnérabilité n'est pas une honte, mais une forme de courage. Cette leçon, il la portera longtemps, jusqu'à ses derniers jours. Mais c'est avec Sabine Azéma que quelque chose d'autre s'éveille. Sabine est bien plus jeune, mais Bourvil la repère lors d'un tournage en studio où elle vient passer une audition. Elle n'obtient pas le rôle, mais lui reste marqué. Ce n'est pas une relation physique, ni même un lien profond, c'est une inspiration. Sabine représente pour Bourvil l'élan de jeunesse, l'inconnu, le théâtre du possible. Dans ses carnets, retrouvés après sa mort, une page est consacrée à elle, simplement notée « Sabine, l'envie de recommencer, le droit de rêver encore ». Cette phrase dit tout. À travers elle, Bourvil retrouve une forme d'innocence créative, l'envie de jouer, non plus pour distraire, mais pour explorer. Il la suit de loin, assiste à ses débuts, l'observe évoluer. C'est un amour platonique, presque spirituel, mais son impact est réel. Grâce à cette admiration discrète, il ose s'essayer à d'autres formes de jeu, plus sobres, plus denses, comme dans Le Cercle Rouge ou L'Arbre de Noël. Sabine ne saura jamais vraiment à quel point elle a compté. Ces trois femmes ont en commun une chose, elles ont vu au-delà du personnage public. Là où tant d'autres ne voyaient qu'un comédien comique, elles ont perçu un homme inquiet, exigeant, traversé de doutes. Et elles l'ont aimé pour cela. Non pas d'un amour romantique ou charnel, mais d'un amour d'égal à égal. Ce sont elles qui, les premières, ont ouvert les portes du secret. Ce sont elles qui ont permis à Bourvil de ne pas s'effondrer, de rester debout malgré les douleurs, les fatigues, les remises en question. Et pourtant, ce n'était que le début. Car dans l'ombre de ces rencontres artistiques se dessinaient deux liens encore plus profonds, encore plus bouleversants. Deux femmes dont la présence allait marquer à jamais le cœur et la chair de l'homme. Deux présences silencieuses mais indélébiles. Micheline Français et surtout Jeanne Léfric. Micheline Français. À elle seule, elle incarne un tournant dans la vie intérieure de Bourvil. Actrice de théâtre au regard discret et au sourire mélancolique, elle n'a jamais été une grande star populaire. Et pourtant, dans le cercle fermé des comédiens, Micheline était respectée, presque vénérée. Leur rencontre se fait loin des plateaux de tournage, lors d'une soirée organisée par un metteur en scène commun. Bourvil, d'ordinaire réservé, se sent étrangement compris dès les premiers mots échangés. Avec Micheline, il ne cherche pas à plaire, il peut se taire sans que cela devienne gênant. Elle a ce regard rare qui ne juge pas, qui accompagne. Au fil des mois, une amitié profonde naît, une connivence d'âme. C'est elle qui, selon plusieurs témoins, remarque en premier la fatigue derrière ses yeux, la douleur dans ses gestes. Elle ne pose pas de questions, mais elle est là.
Une nuit, alors que Bourvil traverse une période de grande angoisse liée à sa santé, c'est Micheline qui l'appelle. Il ne dit rien de précis, il a juste besoin d'une voix. Elle l'écoute respirer, longtemps, sans un mot. Ce simple geste le marquera. Il dira un jour « Micheline, c'est la seule personne qui m'a permis de ne pas faire semblant ». Et puis, il y a Jeanne. Jeanne Le Fric, son épouse, son amour, son refuge. Il l'a rencontrée bien avant que Bourvil n'existe. Elle a vu naître André Rimbourg, l'enfant de Normandie, et l'a accompagné pas à pas vers la lumière. Elle l'a épousé en 1943, à une époque où il n'était encore qu'un musicien de bal et un rêveur d'affiches. Jeanne n'a jamais cherché à briller. Elle restait à l'écart, dans l'ombre tranquille des femmes fortes. Elle s'occupait de leurs 2 fils, tenait le foyer, répondait aux lettres des admirateurs quand lui n'en avait plus la force. Mais plus que tout, elle savait l'aimer. Pas l'aimer pour ce qu'il représentait, mais pour ce qu'il était. Un homme fragile, obsédé par l'idée de ne jamais décevoir. Jeanne acceptait tout, ses silences, ses doutes, ses absences émotionnelles quand il rentrait vidé d'un tournage. Elle ne le jugeait jamais, et surtout, elle l'attendait toujours. Même lorsque sa maladie s'est déclarée, qu'il a commencé à décliner physiquement, qu'il pleurait parfois sans raison, c'est Jeanne qui l'entourait de cette douceur implacable. Elle ne l'a jamais abandonné. Dans les dernières années, les médecins parlent de douleurs chroniques, d'épuisement moral, mais Bourvil continue à jouer, à sourire, pour les autres, pour la France. Il cache sa maladie, même à ses collègues, mais pas à Jeanne. À elle, il montre tout, ses faiblesses, ses colères, ses peurs. Et elle reste, droite, silencieuse, comme un porc dans la tempête. Un soir, alors qu'il sait que le cancer ne lui laissera plus beaucoup de temps, il s'approche d'elle et lui dit simplement « Tu sais, j'ai aimé plusieurs femmes, mais c'est toi que j'ai toujours cherché chez elles. » Une phrase qui résume tout. Annie l'a réveillée, Marie l'a apaisée, Sabine l'a inspirée, Micheline l'a dévoilée, mais Jeanne l'a aimée. Vraiment, entièrement, sans condition. Dans l'univers si pudique de Bourvil, ces femmes sont les repères essentiels. Elles révèlent un homme bien plus complexe qu'il ne paraît. Un homme qui ne criait pas ses douleurs, mais les portait en silence. Qui ne déclarait pas son amour, mais l'offrait dans les gestes simples. Ces femmes ont été les gardiennes de sa vérité, des témoins silencieuses de ses émotions les plus profondes. Et c'est peut-être cela le plus bouleversant, que derrière chaque sourire de Bourvil, il y avait une pensée, un souvenir, un regard. Derrière chaque éclat de rire du public, il y avait le reflet discret d'une femme qui avait su l'aimer. Il est 7h20 du matin, le 23 septembre 1970, à l'hôpital Saint-Joseph, dans le 14e arrondissement de Paris. La lumière d'automne perce doucement à travers les volets entr'ouverts. Dans une chambre modeste, silencieuse, un homme s'éteint. Il s'appelle André Rimbourg. Pour le grand public, c'est Bourvil. Pour ses proches, c'est simplement André. Il avait 53 ans, et il meurt en tenant la main de celle qu'il a aimée depuis presque 30 ans, Jeanne Le Fric. Les derniers mois ont été terriblement éprouvants. Le cancer a gagné du terrain, rongeant lentement son corps et sa voix. Il a perdu du poids, du souffle, mais jamais sa pudeur. Jusqu'au bout, il refuse que les enfants viennent trop souvent à l'hôpital. « Je veux qu'ils se souviennent de moi debout, pas couché », dira-t-il. Il enregistre ses dernières scènes avec une rigueur presque surhumaine, notamment dans le Cercle Rouge, où il joue un inspecteur mélancolique. Ceux qui l'ont vu sur le plateau racontent un homme fatigué, mais digne. Il ne s'est jamais plaint. Dans les dernières heures, Jeanne est là, assise à côté de lui. Elle lui parle doucement, lui lit quelques passages de ses lettres, écrites au fil des années, mais jamais envoyées. Parmi elles, une lettre destinée à Marie Dubois, pleine de tendresse. Une autre, inachevée, mentionne Micheline Français. « Tu m'as permis de respirer quand j'étouffais. » Jeanne ne réagit pas. Elle sait. Elle a toujours su. Elle comprend que ces femmes n'ont jamais été des menaces. Elles ont été les nuances de l'homme qu'elle aimait. Et c'est peut-être aussi grâce à elle qu'il a tenu aussi longtemps. Vers 6 heures du matin, il se réveille une dernière fois. Il regarde Jeanne avec un sourire à peine perceptible. Elle se penche. Il murmure une phrase que seuls 2 infirmiers présents entendront. « Ne les oublie pas. Elles m'ont tenu en vie plus longtemps que je ne l'aurais cru. » Ce sont ses derniers mots. Après sa mort, Jeanne respecte sa volonté. Aucune grande cérémonie.
Un enterrement simple au cimetière de Montainville, dans les Yvelines, pas de fleurs excessives, pas d'éloges publics. Juste une stèle blanche, sobre, portant son vrai nom. Sur la tombe, Jeanne fait graver une phrase qu'il avait écrite dans l'un de ses carnets. Le vrai bonheur, c'est d'avoir été aimé sans jamais le réclamer. C'est là, entre les lignes de ses rôles et les silences de sa vie privée, que se trouve le vrai Bourvil. Et c'est dans ce dernier moment, dans ce souffle final offert à Jeanne, qu'il révèle toute la profondeur de son cœur. Un cœur discret, pudique, mais capable d'aimer plus fort que 1000 cris. Aujourd'hui encore, des générations entières rient aux éclats devant Le Cornio, s'émeuvent en écoutant Salade de fruits ou découvrent avec surprise la gravité bouleversante de ses rôles dramatiques. Bourvil est partout, dans les salles obscures, à la télévision, dans les mémoires collectives. Mais peu connaissent l'homme derrière les éclats de rire. Peu savent que son héritage le plus profond n'est pas seulement artistique, mais émotionnel. Ce qu'il laisse derrière lui, ce sont des fragments de cœur, éparpillés dans le regard de 5 femmes qui ont su l'aimer, chacune à leur manière. Annie Girardot, Marie Dubois, Sabine Azéma, Micheline Français et Jeanne Le Fric. Elles sont les témoins d'un amour humble, discret, inlassable. Elles forment une carte du tendre, une géographie sentimentale dont Bourvil fut le centre silencieux. Sa maison à Montainville est restée longtemps telle qu'il l'avait quittée. Son fils, Dominique, devenu également acteur, parle peu de lui, par respect, par pudeur, comme pour ne pas troubler le silence précieux qu'André Rimbourg avait su construire autour de lui. Et nous, chers téléspectateurs, que retenons-nous vraiment de ceux qui nous ont fait rire ? Prenons-nous le temps de voir les failles, les tendresses, les visages secrets derrière les projecteurs ? Car derrière chaque clown, il y a un homme, et derrière chaque homme, un cœur. Celui de Bourvil n'a jamais cessé d'aimer, même en silence. Et vous, si vous deviez tracer la carte de votre cœur, qui en serait le point cardinal ?